Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Aujourd'hui, on va calculer les probabilités d'une variable aléatoire continue. Donc calculer des probabilités sur un support continu. Pour ça, en fait, c'est l'objet de l'exercice 1 du TD1. On nous donne une densité, une fonction de densité, et on va devoir d'abord la dessiner pour se la représenter, et puis ensuite l'intégrer pour pouvoir calculer les probabilités. La question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi diable est-ce qu'on vous demande de faire des choses aussi compliquées que calculer des intégrales, surtout si vous avez déjà fait du calcul des probabilités sans calculer d'intégrales, ce qui doit être le cas de ceux qui ont fait un bac ES, ou du moins fait des maths pas avancées. Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de continuer à faire des probabilités comme on en a fait au lycée, où on calcule les probabilités de tirer des valets dans des jeux de cartes, ou de tirer au dé une certaine valeur parmi le nombre de valeurs possibles qu'on a sur un dé qui est toujours fini. Bon, la réponse évidente, c'est que en fait, en passant des probabilités énumératives, qu'on va dire discrètes, aux probabilités continues, on passe d'un nombre fini de possibilités à un nombre infini de possibilités. Et ça paraît pas absolument nécessaire. Et donc, on pourrait se demander si c'est simplement la complexité qu'on cherche, ou si c'est pas d'ailleurs juste qu'on veut ennuyer les étudiants. En fait, non. Ici, ce qu'on voit dans l'exercice, c'est que certes, la variable aléatoire, donc la quantité qu'on observe, peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 1, et il y a effectivement un nombre infini de valeurs sur le segment 0,1. Mais ce qui est cherché, c'est pas la complexité. C'est en fait que, même si vous n'allez le voir formellement qu'au chapitre 4, parce que c'est au chapitre 4 qu'on va introduire des exercices d'application justement dans cet esprit-là. On va étudier cette année le théorème le plus puissant du calcul des probabilités, qu'on appelle le théorème central limite. Et en fait, le théorème central limite, il suppose des probabilités continues. Alors, quel est l'intérêt d'étudier le théorème central limite? C'est que ce théorème central limite, il permet de donner une loi de probabilité pour les phénomènes auxquels on connaît pratiquement rien. Avec un nombre minimum d'hypothèses, on arrive à déterminer la loi de probabilité de phénomènes qu'on ne connaît pas bien par ailleurs. Et donc c'est pour pouvoir utiliser ce théorème central limite qui est remarquable qu'on s'intéresse aux probabilités continues. Finalement, quand on est économiste, c'est pas très compliqué de comprendre qu'on peut investir en vue d'un bénéfice futur. Et ben là, c'est exactement ce que je vous propose. Travailler un peu à comprendre ce que sont ces intégrales, parce que le gros bénéfice futur, il est que ça va nous permettre de comprendre des phénomènes qu'on ne peut pas comprendre avec des outils comme les probabilités discrètes. Bon, alors en avant. Là, on a un exercice qui est purement formel, parce qu'il n'y a pas d'application, mais il faut commencer par dominer le formalisme du calcul des probabilités continues, pour pouvoir ensuite introduire le théorème central limite. En avant. Dessinons la densité, pour se représenter ce qu'on fait. Donc, on a une fonction 4 tiers de 1 fois 1 moins x au cube si x est dans l'intervalle 0, 1, ouvert, et 0 sinon. Bon, concrètement, on peut utiliser un logiciel ou une calculatrice graphique pour faire le dessin. On peut aussi réfléchir avec sa petite tête. Et si on réfléchit avec sa petite tête, ce qu'on voit, c'est que la densité, elle est nulle, sauf sur l'intervalle 0, 1. Alors dire qu'une densité est nulle, ça veut dire que, en fait, la variable aléatoire ne prend pas les valeurs où la densité est nulle. En français, en fait, quand on dit variable aléatoire, c'est la quantité qu'on observe, et quand on dit densité, c'est le modèle qu'on se donne de la quantité qu'on observe. Donc concrètement, quand on dit la densité est nulle, sauf entre 0 et 1, ça veut dire on parle d'un phénomène qui ne donne pas d'autres valeurs que des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc cette densité, elle ne va pas nous aider à modéliser le PIB ou la pointure des gens ou que sais-je. Elle va nous aider à modéliser uniquement des quantités qui sont comprises dans 0,1 et qui peuvent prendre toutes les valeurs dans 0,1. Mais attention, pas toutes avec la même probabilité. C'est pour ça que c'est intéressant de dessiner la densité. Parce qu'entre 0 et 1, qu'est-ce qui se passe? Entre 0 et 1, la densité, c'est l'espèce de fonction qu'on voit là. Et donc si on continue à réfléchir, 4 tiers de 1 moins x3, x3 on sait dessiner, parce que x3 entre 0 et 1, ça ressemble un peu à x2, c'est juste que ça démarre moins vite et puis ça accélère plus vite ensuite. Hein, mais ça ressemble à la parabole y égale x2, sauf que y égale x3 c'est plus prononcé. 1 moins x3, c'est 1 moins la précédente, donc on sait dessiner encore, c'est pas très compliqué. Hein. À partir du moment où on sait dessiner une parabole, on sait à peu près dessiner 1 moins x3, et puis 4 tiers de 1 moins x3, c'est une affinité de rapport 4 tiers. C'est-à-dire qu'en fait, on multiplie les ordonnées par 4 tiers sans toucher aux abscisses, et donc ça nous donne ce truc-là.
Ce qui nous intéresse, je vous rappelle, c'est en fait la partie de la courbe qui est dans l'intervalle 0,1. Et en dehors de l'intervalle 0,1, ce qu'on sait, c'est que comme la densité est nulle, elle va être confondue avec l'axe des abscisses. Donc concrètement, notre densité, c'est ça. C'est confondu avec l'axe des abscisses sur R-, c'est 4 tiers de 1 moins x au cube entre 0 et 1, et c'est à nouveau confondu avec l'axe des abscisses au-dessus de 1. Si vous voulez dessiner ça avec un Mac, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à mon sens d'utiliser le grapheur, voilà les instructions qu'il faut entrer, mais on ne va pas faire des cours de programmation, d'autant que ce n'est pas de la programmation, c'est juste pour dire. Bon, maintenant, on va interpréter un peu plus. On a dit la densité est nulle sauf sur le segment 0,1, donc c'est qu'on n'a aucune chance de voir des valeurs négatives, puisque entre moins l'infini et 0, on a dit la densité est nulle, c'est-à-dire qu'elle est confondue avec l'axe des abscisses. On n'a aucune chance de voir des valeurs supérieures à 1, puisque là aussi la densité est égale à 0, donc confondue avec l'axe des abscisses. Et dans le segment 0,1, ce qu'on voit, c'est que la densité est décroissante. Et comme la probabilité d'avoir des observations de la variable aléatoire, enfin de la quantité qu'on observe, elle est proportionnelle à la densité. Plus la densité est élevée, plus la probabilité d'observer des valeurs est grande. Donc, puisque la densité elle est plus forte quand on est près de 0, vous voyez c'est plus haut que quand on est près de 1, parce que la densité va vers 0, ça veut dire qu'on a plus de chances d'observer des valeurs proches de 0 que des valeurs proches de 1. Ou même, on peut faire un énoncé général, entre 0 et 1, on a d'autant plus de chances d'observer des valeurs qui sont plus petites, ou d'autant moins de chances de les observer qui sont plus grandes. Si vous voulez une mesure un peu plus précise, on va faire en deux temps. D'abord, on va se donner un exemple. Quelle est la probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,1 par rapport à la probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,9? Je ne dis pas calculer la probabilité d'avoir 0,1, je dis simplement la probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,1 par rapport à la probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,9. La probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,1, elle va nous être donnée par la valeur de la densité en 0,1. Donc 0,1 sur l'axe des abscisses, c'est la première marque. La valeur de la densité en 0,1, c'est quoi? C'est la valeur de l'image par la fonction densité. Et la valeur de l'image par la fonction densité, c'est donc 4 tiers de 1 moins 0,1 au cube. 0,1 au cube, c'est 1 millième, donc c'est 4 tiers fois 1 moins 1 millième, c'est-à-dire 999 millièmes, donc c'est presque 4 tiers, c'est 4 tiers à 1 millième près, donc c'est 1,329. Et donc, la probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,1, c'est pas 1,329, c'est proportionnel à 1,329. Ça peut pas être 1,329 parce que les probabilités, c'est toujours compris entre 0 et 1. 0, c'est non, 1, c'est certain. Bon, alors, voilà ce qu'il en est donc du côté de 0,1 et du côté de 0,9. La probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,9, elle doit être proportionnelle à la valeur de la densité en 0,9. La valeur de la densité en 0,9, on sait que c'est 4 tiers de 1 moins 0,9 au cube, mais c'est aussi donné tout simplement par l'ordonnée de la courbe à cet endroit-là. Et en fait, quand on calcule précisément, ça fait 0,36. Et donc, le rapport entre la probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,1 et la probabilité d'avoir des valeurs autour de 0,9, il est proportionnel au rapport 1,329 sur 0,36. Bon, et comme 1,329, c'est à peu près, c'est entre 3 fois et demi et 4 fois 0,36, on va dire qu'il est à peu près 3 fois et demi plus probable d'avoir des valeurs autour de 0,1 que des valeurs autour de 0,9. Ça se voit en regardant les altitudes, ça se calcule en faisant les calculs. Bon, et bien puisqu'on a commencé comme ça, maintenant on va faire des calculs vraiment précis, parce qu'on nous demande de calculer des probas, qu'on observe des valeurs en dessous de 0,5, que des valeurs au-dessus d'un tiers, faisons les calculs. Calculons des probabilités. Les probabilités, par définition, des probabilités sur un support continu, c'est l'intégrale de la densité dans un intervalle qui est celui où on veut observer les valeurs. D'accord? Donc, la probabilité que la variable aléatoire soit dans l'intervalle AB. En français, si vous voulez, la probabilité que vous ayez des observations dans l'intervalle AB, que vous observiez des valeurs entre A et B. Je vous rappelle que ce qu'on appelle une variable aléatoire, c'est simplement une chose qu'on observe. Donc la probabilité que cette chose que vous observiez soit comprise entre A et B, c'est l'intégrale de la densité entre A et B. Voilà. Ça, c'est la définition de la probabilité sur un support continu. Bon, et donc, alors, on peut interpréter cette définition. Vous savez qu'une intégrale, c'est une aire sous une courbe, ou si vous ne le savez pas, vous le découvrez. On ne fait pas un cours d'intégration, mais simplement, on essaie de se représenter les choses. Et donc, en particulier, si je considère l'intervalle AB, ici, la probabilité, donc, que ma variable aléatoire, si vous préférez, la probabilité que j'ai des observations à l'intérieur de cet intervalle AB,
ça correspond à l'air en bleu ici, c'est-à-dire à l'air sous la courbe dans l'intervalle AB. Très bien. Alors, en particulier, on nous pose 3 questions. La première étant, quelle est la probabilité que x soit inférieur à 1,5 ? X est inférieur à 1,5, ça veut dire x prend toutes les valeurs en dessous de 1,5. Je sais que c'est tautologique, mais enfin, on vient de dire la probabilité que les observations soient comprises entre A et B, c'est l'intégrale de la densité sur AB. Ici, en fait, ce que je cherche à vous faire dire, c'est ce que je cherche à vous expliquer, c'est quel est l'intervalle sur lequel on doit intégrer la densité. Or, x plus petit que 1,5, ça veut dire x peut prendre n'importe quelle valeur entre moins l'infini et 1,5. Donc, on parle bien de l'intervalle moins l'infini et 1,5. Donc, on parle bien de l'intégrale de la densité sur moins l'infini et 1,5. Et l'intégrale de la densité sur moins l'infini et 1,5, ça se calcule. Avant de se calculer, on va encore se représenter les choses. Pourquoi on va se représenter les choses ? Ne serait-ce que pour essayer d'avoir un ordre de grandeur, pour savoir si notre calcul est bon. Pour savoir si on ne s'est pas trop gouré sur le calcul. Faire l'intégrale de la densité sur moins l'infini 1,5, ça veut dire calculer l'air sous la courbe qui correspond à la densité entre moins l'infini et 1,5. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en fait, il y a 2 zones différentes. Il y a une zone où la densité, elle ne vaut rien, elle est confondue avec l'axe des abscisses. Alors là, ça va être facile d'intégrer, puisque l'air sous quelque chose qui vaut 0, ça vaut 0. Puis il y a une zone qui est dans R+, mais là c'est 0,5 en fait, puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse, où on a une courbe qui est plus confondue avec l'axe des abscisses, et là il va falloir faire un calcul un peu plus compliqué. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on a effectivement 2 zones. On voit qu'on a effectivement 2 zones, parce que pour calculer donc cette intégrale de moins l'infini à 1,5, il faut en fait la diviser en 2. La partie qui est facile à calculer, puisqu'elle est triviale, comme disent les mathématiciens, puis la partie qui est moins triviale, surtout si vous ne savez pas calculer une intégrale, mais ça va se guérir assez vite. Bon, alors calculons plus précisément. Là, c'était quand même intéressant de visualiser, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que la partie en bleu, c'est plus de la moitié de l'air sous la courbe. Donc on devrait trouver quelque chose qui est plus grand que 0,5. Si on trouve moins, c'est qu'on a dû se tromper, soit dans le dessin, soit dans le calcul. Bon, alors on a dit, la proba, c'est l'intégrale. La proba qu'on observe des valeurs inférieures à 1,5, c'est l'intégrale sur moins l'infini 1,5 de la densité. Cette intégrale, en fait, il y a 2 morceaux, parce que la densité, c'est une fonction par morceau. Il y a un morceau moins l'infini 0, qui va être le morceau où la densité vaut 0, et il y a un morceau 0, 1,5, qui va être le morceau où la densité ne va pas valoir 0. Écrivons-le donc. La probabilité d'observer des valeurs inférieures à 1,5, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0, qui est en fait la valeur de densité entre moins l'infini et 0. Et ensuite l'intégrale de 0 à 1,5 de la densité qui, à cet endroit-là, vaut le 4/3 de 1 moins x cube dx. Bon, donc la première intégrale, on intègre 0, ça vaut 0, bravo. Ceux qui ne savaient pas encore, ils viennent de calculer leur première intégrale. Ils savent donc que l'intégrale de 0, ça vaut 0. La deuxième, elle va être un peu plus compliquée. Et donc pour calculer cette deuxième intégrale, on a besoin de ce qu'on appelle une primitive de la fonction qu'on intègre, et je dis bien une primitive, parce qu'on ne cherche jamais la primitive. On peut chercher la primitive qui, mais il y a une infinité de primitives. Pourquoi il y a une infinité de primitives ? Parce que la primitive, c'est le quota de la dérivée. Et donc en fait, quand vous avez trouvé une primitive, vous en avez déjà trouvé une infinité, il suffit de rajouter une constante. La constante que vous voulez. Bon, comme c'est pas forcément intéressant de se promener avec des constantes, on va en général considérer la primitive qui n'a pas de constante, mais c'est pour ça que c'est la primitive qui n'a pas de constante, sinon c'est une primitive. D'accord, donc une primitive de 4/3 de 1 moins x cube, comment est-ce qu'on se calcule ça ? On a dit c'est l'opération inverse de la dérivation. Alors quoi ? Rapidement vous allez apprendre à penser à l'envers, mais là on va quand même commencer par essayer. En fait, si on cherche une primitive de 1, on doit chercher quelque chose dont la dérivée vaut 1. C'est quoi quelque chose dont la dérivée vaut 1 ? C'est que la dérivée de x vaut 1. Donc, puisque la dérivée de x vaut 1, eh bien 1 est une primitive de x. Je dis bien une primitive, je répète, je ne le dirai pas 36 fois, mais voilà. En fait, puisque x est une primitive de 1, quelle que soit la constante k, x plus k est aussi une primitive de 1. Donc si vous voulez, vous pouvez, au lieu de prendre x comme primitive, vous pouvez prendre x plus 1 351 748 000,327. Bon, et puis vous vous rendez compte que c'est pas plus simple, c'est même plutôt plus compliqué, et donc c'est évidemment plus simple de prendre x comme primitive. Mais c'est pas la primitive, c'est une primitive. Et c'est peut-être la plus simple.
Voilà, alors donc ça, on a une primitive de 1. Maintenant, on cherche une primitive pour x3. Et quand on cherche une primitive pour x3, c'est un peu moins simple. Ce qu'on sait, c'est que ce qui a pour dérivée des x3, ça va être des x4. Si on dérive x4, on a comme dérivée 4x3. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule qui est la dérivée du monôme de degré n. Ça risque de vous resservir un petit peu, donc souvenez-vous-en. La dérivée de x puissance n, c'est n, x puissance n moins 1, c'est écrit là. Bon, et donc c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche parce que ce qu'on cherche, c'est pas une primitive de 4x3, c'est une primitive de x3. Mais figurez-vous que x3, c'est 4x3 divisé par 4, ou multiplié par un quart, si vous voulez. Bon, il n'y a qu'à multiplier par un quart, et puis ce sera gagné. Donc, si on multiplie par un quart, on a un quart de x4, qui est une primitive de 1 quart de 4x3, c'est-à-dire x3. Ben voilà, on a une primitive de x3, et la primitive de x3, c'est 1 quart de x4. Au passage, la formule générale qui dit que la dérivée de xn, c'est n xn-1, vous pouvez en fait l'inverser pour vous dire que une primitive de xn-1, c'est xn sur n. Bon, et puis de la même façon, xn sur n plus k, quel que soit k, ça marche aussi. Voilà. Et donc si vous voulez vous compliquer la vie, vous pouvez toujours vous compliquer la vie, mais si vous permettez, je vais plutôt essayer de vous la simplifier. Donc, puisque on a une primitive de 1, c'est x. On a une primitive de x3, c'est 1 quart de x4. Donc on a une primitive de 1 moins x3. C'est la primitive de 1 moins la primitive de x3, c'est-à-dire x moins 1 quart de x4. On a une primitive de 4 tiers de cette quantité. Il suffit de multiplier la primitive qu'on avait par 4 tiers. Donc une primitive de 4 tiers de 1 moins x cube, c'est 4 tiers de x moins 1 quart de x carré. De x puissance 4. Bon, et donc on a effectivement une primitive de la fonction qu'on cherche à intégrer, ça veut dire qu'on peut calculer l'intégrale. Et comment est-ce qu'on fait pour calculer l'intégrale? On va remplacer le signe d'intégration par cette écriture conventionnelle, où, vous voyez, on remplace le signe d'intégration par des crochets, on garde les mêmes bornes, et ce qu'on met dans le crochet, c'est une primitive de la fonction qu'on avait dans l'intégrale. D'accord? Donc en fait, on remplace le grand S étendu de l'intégrale par un crochet avec les mêmes bornes, et on remplace la fonction par la primitive qu'on a calculée. Bon, et ça, alors c'est bien de l'écrire, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette quantité qu'on vient d'écrire, c'est la différence entre la valeur de la quantité entre crochets calculée à la borne supérieure et la valeur de la quantité entre crochets calculée à la borne inférieure. Voilà, donc si on fait le calcul, ça donne quoi? On va le faire le calcul. Alors faisons le calcul. Donc on a dit la valeur entre crochets calculée pour la borne supérieure. Ici, la borne supérieure, c'est 1,5. Donc on a 4 tiers de x moins 1 quart de x4 qu'on doit calculer pour x égale 1,5. Bon, alors on l'écrit pour dire, mais en fait, vous avez compris que c'est pas ça qui est passionnant, d'accord? Enfin, ce qui était intéressant, c'était de comprendre où on allait. Après, les fractions, normalement, vous savez faire ça depuis la 5e, donc vous n'avez pas dû oublier. Même si vous en faites peut-être pas tous les jours, parce que c'est peut-être pas votre passion. Alors, 4 tiers de x moins 1 quart de x4 pour x égale 1,5, ça nous fait 4 tiers de 1,5 moins 1 quart de 1,5 puissance 4. Puissance 4, c'est le carré du carré, donc 1,5 au carré, c'est 1 quart au carré, c'est 1/16e, donc ça nous fait 4 tiers de 1,5 moins 1 quart fois 1/16e, 4 fois 16, 64, donc 4 tiers de 1,5 moins 1/64e, Alors pour calculer ça, il faut tout mettre au même dénominateur. Et en fait, 1,5, quand on met ça sur 64, il faut multiplier en haut et en bas par 32. Et donc on a 1,5, c'est 32/64e. Donc notre quantité là, c'est 4 tiers de 32 moins 1 sur 64. Donc 4 tiers de 31 sur 64, donc 31 sur 48. Bon, c'est passionnant. Pour x égale 0, c'est beaucoup plus simple, puisque 4 tiers de x moins 1 quart de x puissance 4 quand x égale 0, ça nous fait 4 tiers de 0 moins 1 quart de 0 à la puissance 4. 0 à la puissance 4, c'est 0. 0 moins 0, ça fait 0. Et 4 tiers de 0, ça fait 0. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est super simple le calcul intégral, surtout quand c'est avec des zéros. Mais surtout, en fait, la proba qu'on cherche, la proba que x soit plus petit que 1,5, je vous rappelle la traduction en français, la proba qu'on observe des valeurs inférieures à 1,5.
C'est donc la valeur, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1,5 de la densité, c'est donc la valeur entre crochets, c'est donc calculé aux bornes, ça nous fait 31/48e, et 31/48e, bon, en fait c'est presque 2 tiers, hein, puisque 32/48e c'est 2 tiers, c'est 2 tiers moins 48e, donc c'est 0,65. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on avait calculé? Bah, en fait oui, parce que quand on regarde précisément l'air en bleu c'est presque 2 tiers. Pourquoi? Bah, c'est presque 2 tiers parce que ce qu'on voit c'est que la densité est plus élevée entre 0 et 0,5 qu'entre 0,5 et 1. Ce serait 2 tiers précisément si en fait on avait non pas une courbe mais simplement une droite de pente moins 2. Bon, c'est pas le cas mais c'est pas loin d'être le cas, donc c'est super et on est très content. Le calcul correspond avec l'intuition graphique, donc on ne doit pas se tromper de beaucoup, même on ne se trompe pas du tout, et donc on peut passer à la question suivante. Alors la question suivante, donc c'est calculer la probabilité que x soit comprise entre 1/4 et 3/4, autrement dit, calculer la probabilité qu'on observe des valeurs de la quantité qu'on observe qui sont comprises entre 1/4 et 3/4. Ça, par définition d'une probabilité continue, c'est donc l'intégrale de 1/4 à 3/4 de la densité. Et alors là, on est super content parce que intégrale de 1/4 à 3/4, on sait bien l'air sous la courbe entre 1/4 et 3/4, chic. 1/4 c'est 0,25, 3/4 c'est 0,75, d'où le dessin. Mais ce qui est surtout très chic, c'est qu'en fait, il n'y a pas deux expressions différentes de la densité. Donc entre 1/4 et 3/4, l'expression de la densité ne change pas, donc on ne va pas avoir deux intégrales, on va avoir une seule intégrale, avec des bornes bien pourries, certes, et donc des calculs merveilleux, mais au moins, on ne va pas se tromper sur l'écriture de cette affaire. C'est-à-dire que la proba que la aléatoire soit entre 1/4 et 3/4, donc la proba qu'on observe des valeurs entre 1/4 et 3/4, c'est donc l'intégrale de 1/4 à 3/4 de la densité. Entre 1/4 et 3/4, la densité vaut 4 tiers de 1 moins x au cube. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer cette écriture par un crochet avec la primitive et les mêmes bornes. Voilà. Et la primitive qu'on avait calculée tout à l'heure, 4 tiers de x moins 1/4 de x puissance 4, elle marche toujours. Donc en fait, il faut calculer la valeur de la quantité entre crochets pour la borne supérieure, moins la valeur de la quantité entre crochets pour la borne inférieure. Ben on y va. On y va, donc pour x égale 3/4, je vous passe les calculs. Au bout du compte, ce qu'on obtient, c'est 4 tiers de 687 sur 1024. Bon, ça, je pense pas que vous le ferez de tête, mais après tout, c'est pas forcément passionnant. Pour le deuxième, la valeur qu'on obtient, c'est 4 tiers de 255 sur 1024. Et donc la différence, c'est 4 tiers de 432 sur 1024. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que, en fait, 512 sur 1024, c'est un demi. Et donc 432 sur 1024, si vous en faites 4 tiers, ça veut dire que vous rajoutez un tiers à 432, un tiers de 432, ça va être quelque chose comme 140, donc ça vous fait 570 sur 1024, donc c'est plus de 1 demi. C'est tout ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas de calculatrice sous la main, ou pas de papier même pour faire une division. À vue de nez, vous savez que c'est plus de 1 demi. Et quand vous regardez votre R sous la courbe, bah à vue de nez, alors est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins que 1 demi Vous pouvez compter les carreaux, hein, comme on faisait aussi en 5e, mais bon, l'idée c'est quand même que quand vous à vue de nez, là, sous la courbe, il n'y a pas 1,7, d'abord il ne peut pas y avoir plus de 1, mais il n'y a pas non plus 0,12, donc on doit y être à peu près. Donc la méthode graphique, elle n'est pas suffisante pour trouver la vraie valeur, mais elle nous confirme qu'on a à peu près le même ordre de grandeur des deux côtés, et donc si on s'est trompé, c'est qu'on s'est trompé 2 fois, ce qui est toujours moins probable que de ne se tromper qu'une fois. C'est pour ça que c'est bien de confirmer l'intuition graphique par le calcul ou le contraire. Question suivante. Question suivante, c'est donc cette fois-ci, pour terminer l'exercice, on va calculer la probabilité que x soit supérieur à 1 tiers, autrement dit qu'on observe des valeurs plus grandes que 1 tiers. Donc on cherche la probabilité que la variable aléatoire qu'on observe soit dans l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Donc on intègre sur l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Et en fait, on voit que sur 1 tiers plus l'infini, on a 2 régimes différents, ou 2 morceaux différents pour la densité. On a un morceau 1 tiers 1,
où la densité vaut, comme vous vous en souvenez, 4 tiers de 1 moins x au cube. Puis on a un morceau 1 plus l'infini où la densité vaut 0. Et donc, la première partie, ça correspond à un crochet qui va de 1 tiers à 1. On garde les mêmes bornes d'intégration avec dedans la primitive qu'on a déjà calculée. Et si on n'a pas calculé de primitive, une primitive de la fonction à intégrer. Et puis la deuxième partie, l'intégrale de 0, ça vaut 0. Et donc on se retrouve encore avec un crochet à calculer. Et dans ce crochet à calculer, là on a deux bornes, on a dit 1 tiers et 1. Donc pour 1, en fait ça va être simple. Ça va être simple pourquoi? Parce que normalement, ici on doit trouver 1. Et pourquoi normalement on doit trouver 1? Parce que la masse totale de proba c'est 1. Donc quand vous allez à la borne sup de votre ensemble de définition de la densité, vous devez trouver une proba de 1. Autrement dit, la proba totale que ce qu'on observe soit entre 0 et 1, c'est 1. Parce qu'on est sûr que c'est entre 0 et 1, ce qu'on observe. Bon, alors, donc, pour x égale 1, on a 4 tiers de 1 moins 1 quart de 1 puissance 4. 1 puissance 4, c'est 1. 1 moins 1 quart de 1, ça fait 3 quarts. 4 tiers fois 3 quarts, ça fait 1. Très bien. Bon, au moins la borne sup, on ne se sera pas beaucoup ennuyé. La borne inf, c'est un peu moins rigolo, puisqu'il faut remplacer x par 1 tiers, et donc ça nous fait 4 tiers de 1 tiers moins 1 quart fois 1 tiers puissance 4, ce qui, au bout du compte, va nous faire, si je vous dis pas de bêtises, 1 tiers moins 1 324e, le tout fois 4 tiers. Bref, en fait, ce qu'on a, c'est que on doit avoir ici 0,44, et comme la proba que x soit plus grand que 1 tiers, c'est la valeur de la quantité à la borne sup qui vaut 1, moins la valeur de la quantité à la borne inf qui vaut 0,44, on doit trouver quelque chose comme 0,56. Bon, quelque chose comme 0,56, est-ce que ça correspond à l'intuition graphique? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond bien à l'aire sous la courbe entre 1 tiers et 1? On a le sentiment que l'aire en bleu, là, elle est plus que la moitié de l'aire totale sous la courbe, puisqu'elle est plus grande que l'aire qui n'est pas en bleu. Encore une fois, si ça vous fait plaisir de compter les carrés, faites-vous plaisir. Mais là, moi, je ferai plus confiance à mon calcul qu'au comptage des carrés, parce qu'on va avoir des bouts de carrés dont on ne sait pas très bien ce qu'ils valent. En revanche, la vérification graphique, elle marche à peu près, parce qu'en gros, l'aire en bleu étant un peu plus grande que l'aire en blanc, ça doit être ça, et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est ça. D'accord? Donc c'est bien, parce qu'en fait, on a réussi à calculer des probabilités continues, c'est-à-dire qu'on a réussi à calculer des intégrales. Si vous ne saviez pas le faire jusqu'à maintenant, vous savez le faire. Bravi. Merci de votre attention. Vive les stats, vive l'écho, et à bientôt pour de nouveaux exercices de statistique.